pour finir un peu sur le trafic de stupes, est-ce que tu penses que la légalisation, serpent de mer, ça serait une solution au moins partielle pour limiter le trafic de stupes Déjà, il n'y a pratiquement aucun pays d'Europe qui n'a pas commencé une dépénalisation. Ça ne veut pas dire légalisation, ça veut dire plein de choses différentes. On ne va pas démarrer là-dessus, mais le Portugal fait une décriminalisation, l'Espagne tolère des cannabis social club, la Hollande est dans une légalisation, pareil pour la Belgique, la Suisse est en fonction des cantons, les Anglais partent sur du médical, les Italiens aussi, les Français feront quelque chose. Si tous les pays autour, et je ne parle même pas des États-Unis et encore des pays d'Amérique du Sud, si tout le monde va vers une dépénalisation, on ne peut pas être le seul pays de l'Occident qui ne va pas là-dessus, ce serait absurde. Mais donc, la dépénalisation est inéluctable, on y va. À quel terme, court terme, moyen terme, moi je pense que c'est moyen terme, je pense que dans les 5-10 ans, on a ça. Parce que c'est obligatoire, ça fera rentrer des sous. Est-ce que ça va régler tous les problèmes? Non, sûrement pas. Parce que si on fait une dépénalisation, je pense qu'en France, on s'oriente vers un système à l'anglaise ou à l'américaine par les officines. C'est-à-dire, tu es malade, tu as une ordonnance et tu peux avoir de l'herbe. Ça permet d'avoir un contrôle des produits et surtout qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de... Par exemple, que Marlboro ne se mette pas dessus d'un seul coup. Ouais. Que des grandes multinationales ne se mettent pas dessus. Ils se débrouilleront toujours à le faire, mais en tout cas, ce n'est pas si simple. Donc, alors que chez les Hollandais, c'est faisable. Et donc je pense qu'on se dirige vers un truc à l'officine, parce qu'il y a des maladies aujourd'hui en France qui peuvent être soignées par des cannabinoïdes. Je crois qu'il y a la sclérose en plaques et les bipolaires et d'autres encore. Et chaque année, il y en a des nouvelles. Donc c'est typique le cheval de Troie qui te permet de partir vers une dépénalisation. Donc on y va. Elle se fera sans l'avis de l'opinion, elle se fera par la voie médicale, et un jour, on dira, voilà, toutes ces maladies sont dépénalisées, et on en fera, et un jour tu auras un rhume, et tu pourras prendre de l'herbe. Et moi je le vois comme ça. Et il existe une commission interministérielle qui travaille là-dessus d'ailleurs aujourd'hui. Mais tout ça, pas trop de pub, il y a des élections qui arrivent, il ne faut pas qu'on en parle trop, l'opinion n'est pas prête, la droite en plus actuellement se saisirait de ça alors qu'ils sont pour. Hein. Ils sont pour. Hein. Mais au niveau de l'opinion, ils ne peuvent pas se lancer en disant oui, la dépénalisation. Alors il y a des types comme Minucci qui le mettent en avant parce que c'est une manière d'exister aussi comme ça. Parce qu'il sait qu'il sera gagnant à la fin, parce qu'il sait que ça va dépénaliser. Donc il a raison d'être pour, il pourra dire « oui, je vous l'avais dit », puisqu'il a raison. Il est malin, mais c'est un pari politique qui est malin, à mon avis. Et après, qu'est-ce que ça réglera? Ça veut dire qu'on aura un taux de THC qui sera arrêté, mettons, je dis n'importe quoi, à 15%. Ça veut dire que dans les cités, ils proposeront du 20%. Donc il y aura toujours un petit trafic. Ou au contraire, ils proposeront aussi un shit low cost dégueulasse, qui permet à ceux qui n'ont pas un sou de se payer quelque chose. Donc il y aura toujours ce qu'on appelle la contrebande, façon cigarette. On aura toujours de la contrebande. Ça, quand même, ça mettra un grand coup dans les trafics, c'est sûr, parce que tout ce que j'appellerais la consommation festive, ils iront plutôt dans des officines avec des bons trucs, des bons produits, où tu vas carrément avoir des produits différents comme du vin, ils iront plutôt là-dedans. Tu vois, par contre, les tox continueront à aller, parce que les tox, ceux qui fument 30 à 60 euros par jour, c'est toxicomanie. Ouais. Hein. C'est pas autre chose, là, c'est la pure toxicomanie. Ceux-là continueront à aller dans les cités, là où il y a des moins chers, ou alors plus forts. Par contre, l'avantage premier qu'on aurait, c'est un travail de prévention et de désintoxication des tox. Et ça, au Portugal, ça a été extrêmement efficace. C'est-à-dire, contrairement à une idée reçue, la première année ou les 2 premières années, ça augmente, la consommation augmente, mais rapidement, elle chute énormément. Parce qu'on a un travail, si on fait un travail sur les toxicomanes, on fait chuter énormément ça, parce que c'est du mal-être. La grosse fumette, c'est du mal-être. Voilà. La fumette du samedi, c'est autre chose. La grosse fumette quotidienne, c'est les alcoolos, du shit, quoi. Donc là, on a des gens, des médecins qui savent travailler là-dessus. Sauf qu'il faut être dans un cadre légal. Aujourd'hui, un minot qui a 60 euros de shit par jour, il n'est pas dans un cadre légal, il est criminel. S'il se fait choper, déjà, la première chose qu'on fera, c'est dire oh, tu fumes ça, ça veut dire que tu achètes, ça veut dire hop. Vu qu'ils ont tous des casiers, comme ça, il va en tôle pour avoir fumé. Donc il ne va pas venir demander de l'aide à un médecin. Ou si un médecin le repère, ce qui arrive toujours, le médecin ne va pas réussir à le sortir. Donc déjà, tu travailleras sur tous les tox. Ça, c'est vachement intéressant parce que la dépénalisation, premier des effets, ce serait un effet de santé publique. C'est-à-dire qu'on aura moins de soucis de santé publique. La grosse fumette ultra quotidienne,
ça fait des bipolaires, ça fait des schizophrènes, ça fait des gens ultra violents ou ultra dépressifs. Enfin, ça coûte à la société, ça coûte aussi bien symboliquement que ça coûte en termes de besoin de sécurité, de justice. Puis même d'un point de vue moral, c'est quand même pas terrible. Donc déjà, ça améliorera tout ça, c'est quand même énorme. Ensuite, il y a les manques l'autre problème, c'est les manques à gagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cités, je ne dis pas qu'elles reposent que sur l'argent des stupes, mais ça fait partie quand même d'une manière de remplir le frigo et de payer les loyers. Ça compte. Si demain il n'y a plus ça, qu'est-ce qu'on remplace par quoi? Il va falloir le combler. Il faut combler en partie. Alors on me dit, ils vont vendre d'autres drogues. Non, puisqu'il n'y a pas la consommation. On ne va pas se mettre à vendre de l'héroïne, il n'y a pas les consommateurs. L'héros, c'est plus du tout une drogue. Les drogues de synthèse, il y a déjà des réseaux aujourd'hui, ce n'est pas des réseaux de cité. Donc ils ne se mettront pas à faire de la drogue, MDMA et compagnie, parce qu'il y a déjà une consommation qui est déjà à son pic et qui ne va pas non plus se démultiplier. La cocaïne, moi je pense qu'il faut aussi légaliser la cocaïne, dans le même état d'esprit, pour faire baisser, tu vas faire baisser la consommation. La cocaïne est une drogue dangereuse qui fait des problèmes d'arrêt du cœur. Elle se démocratise. On prend ça presque comme on prenait avant un shot de vodka. Non, tu peux faire la crise cardiaque, tu peux rester bloqué parce qu'en fonction de comment c'est coupé. Mais pour autant, dans un souci de santé publique, il vaut mieux que ce soit légalisé. Aujourd'hui, la cocaïne, on en achète où on veut, quand on veut, rapidement. Donc comme c'est quand même plus cher, ça reste plus, mais ça restera cher. Même légaliser, c'est quelque chose. Oui, bien sûr. Mais moi, je suis pas pour une légalisation à la hollandaise où tu achètes ça comme tu veux. Il faut que ce soit sous couvert médical quand même. Ça reste quand même, à mon avis, c'est le meilleur système. Mais en tout cas, il n'y aura pas un pic de consommation de cocaïne. On l'a vu au Portugal. Au Portugal, ils ont même réussi à faire baisser la consommation de cocaïne alors qu'elle augmentait partout en Europe. Mais c'est vrai que c'est presque une façon de dire... Je comprends, presque une façon de dire, finalement, si c'est légal, c'est plus une drogue, c'est un médicament. Tu vois. Alors, après, il ne faut pas se leurrer non plus, on sait très bien, ça ressemblera plus à de l'alcool, ou l'alcool, on sait que ce n'est pas un médicament. Oui, c'est vrai. Quand ça ne va pas bien, on se boit un verre, ou alors quand on veut être très bien, on boit plusieurs verres. Voilà, on sera dans le même état d'esprit que ça. Après, est-ce qu'il faut avoir la même législation que l'alcool? Je ne pense pas. La législation de l'alcool, elle permet d'avoir des alcooliques, il y a des minots qui prennent l'alcool de plus en plus jeunes. Je ne suis pas du tout pour qu'on pénalise l'alcool, c'est absurde. Il ne faut pas faire la même erreur, en tout cas avec le shit et la coke. Alors la coke c'est un problème où il faudrait pousser la réflexion, je suis d'accord. Sur le cannabis, on va aller vers la dépénalisation, mais il va falloir l'accompagner pour tous les manques à gagner. Et de toute façon, les cités, les quartiers populaires en France sont pour moi les lieux qui sont symboles normalement d'espoir. C'est là qu'il y a la jeunesse, qu'il y a la motivation, qu'il y a l'envie. Normalement, c'est de là que le renouveau doit venir. Pour moi, c'est évident. On n'y est pas aujourd'hui. Ça peut paraître presque absurde de le dire, mais ça vient de là. Ça ne va pas venir du 16e arrondissement de Marseille ou du 8e du 16e arrondissement de Paris ou du 8e de Marseille. Ça ne viendra pas de là. Là, on est sur des gens qui ont des rentes de situation, qui ne créent pas, qui sont qui veulent surtout garder leur hégémonie dans des domaines bien précis, qui ne veulent pas qu'il y ait une expansion économique, au contraire. C'est plutôt dans ceux qui ont besoin d'aller de l'avant que c'est plutôt chez eux qu'on va trouver quelque chose. Donc il va falloir à un moment penser que les quartiers populaires sont autre chose qu'un problème et faire qu'il n'y a que des questions de sécurité à régler. Il faut absolument qu'il y ait des questions plus économiques. Évidemment. Et ça engendrera le social derrière. C'est faisable. Il y a des idées, il y a des initiatives, mais il faut que ça devienne quelque chose de bien plus politique. Regardez, il y a un lieu exceptionnel pour ça, qui est un des premiers chefs-d'œuvre de l'ère Gaudin. Ça a été là où il y avait le dépôt de la RTM au Catalan, où ils ont fait ce qu'on appelle le Georges V, puisque c'est le promoteur. Ils ont fait ce truc immense, cette montagne de bâtiments les uns sur les autres, qui a un style vaguement provençal, entre le grec, le provençal et l'hospitalier, un peu tordu, et c'est massif. On a l'impression d'être dans un film de Miyazaki, là c'est une montagne. Au début, ça s'est bien vendu, les gens y sont allés, puis ils sont les uns sur les autres, ils sont censés avoir les vues sur la mer, mais ils sont tellement les uns sur les autres qu'il n'y a personne qui a vue sur la mer. Ils sont carrément au-dessus d'une route, c'est-à-dire on a carrément construit au-dessus d'une route municipale pour gratter le max de place. Bon, c'est juste horrible, ça vieillit mal, et si on regarde, si on veut acheter là-bas, c'est en vente en permanence, il y a plein de trucs en vente, si on y va, il y a à vendre, les gens se barrent, Petit à petit, ça va se paupériser, avec un truc vu sur la mer et tout.